Bonjour citoyenne, bonjour citoyen. Jeune, j'ai eu la chance de ne pas être confronté à la plume de Balzac. Non pas qu'elle m'aurait transpercé, mais justement parce que j'aurais été aveugle à sa grandeur. J'aurais demandé de l'action en criant au scandale en voyant que celle-ci était distillée dans une marée de descriptions que j'aurais trouvées nauséeuses. Non, je n'étais pas prêt à me confronter à ce titan de la littérature. Mais, après ma rencontre avec Zola, dont le récit se trouve sur cette chaîne YouTube, je me suis dit que je me sentais prêt à toquer à la porte de cet autre écrivain forcené. J'ai donc profité de la sortie au cinéma de l'adaptation des Illusions perdues pour démarrer l'œuvre gargantuesque de Balzac par le roman éponyme. Complètement séduit par le roman, beaucoup moins par le film, j'ai organisé des rencontres régulières avec ce génie littéraire. J'ai appris à le connaître, puis c'est devenu un ami. Oui, un ami, un copain, celui avec qui tu adores passer du temps, que tu trouves génial malgré ses défauts, celui à qui on pardonne tout parce qu'il reste singulièrement agréable et qu'il te fait vivre des expériences mémorables. C'est comme ça que je perçois Balzac. Et vu que j'aime partager les expériences qui m'ont fait vibrer, et que Balzac est un ami en or, je me suis dit que je pourrais vous le présenter, sait-on jamais. Peut-être que vous aussi vous éprouverez une vive affection à son égard. Je vous propose donc un voyage dans le vaste, très vaste univers de la comédie humaine. Je considère la comédie humaine comme un immense archipel. Chaque livre est comme une île dans laquelle réside un personnage. En y faisant le tour, on va sûrement y croiser d'autres personnages, qui nous inviteront à aller sur leur île dans laquelle d'autres personnages intrigants nous mèneront à la leur. C'est ainsi que je naviguais dans l'œuvre balzacienne, me laissant entraîner par les courants voguant de roman en roman au détour de rencontres. Par exemple, en apprenant l'abandon de la vicomtesse de Beauséant par son mari dans le Père Goriot, je me suis demandé comment la reine du tout Paris allait-elle pouvoir supporter son exil. J'ai donc poursuivi ma lecture avec La femme abandonnée. Ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines, si bien que nous pouvons commencer la lecture par n'importe quel roman. Ils s'entremêlent tous, se répondent, dialoguent entre eux, et forment ainsi un véritable univers cohérent. En revanche, attention, vous risquez d'être quelque peu perturbé si après avoir adoré Rastignac dans le Père Goriot, vous déchantez en l'entrevoyant dans La peau de chagrin. En effet, une des forces de la comédie humaine, c'est que les romans portent toujours la perception de leur protagoniste. Ainsi, les personnages ne cessent d'être déconstruits, car ils sont vus sous différentes perspectives, avec des points de vue différents. Balzac, enfin observateur de l'humain, a compris que les personnages sont toujours tributaires du regard des autres. Comme n'importe quelle scène, la comédie humaine a besoin de théâtre pour être jouée. Et à ce titre, Paris joue la scène la plus intéressante. Et pour cause, elle est la capitale du 19e siècle. Un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n'en connaîtrez pas la profondeur. Mais cette sonde nous permettra d'y voir aussi bien les perles que les monstres. Et en effet, le Paris de Balzac est un joyau qu'il admire, autant qu'une ville infernale qu'il personnifie en ville femme. Paris est sublime, attrayante, laissant voir ses voluptés, mais elle corrompt. C'est la Babylone moderne, où cohabitent la misère et la gloire, la mort et l'amour. J'ai adoré chaque roman esquissant le voyage des jeunes hommes de province arrivant dans la capitale, chacun tentant à sa manière de se frayer un chemin, de gagner sa place. Peu réussissent, mais des centaines tentent leur chance. L'écrivain fait d'ailleurs dire à un inconnu: on apprend plus de choses en conversant au café, au théâtre, pendant une demi-heure qu'en province en 10 ans. Ici, vraiment, tout est spectacle, comparaison et instruction. Un excessif bon marché, une cherté excessive. Voilà Paris, où toute abeille rencontre son alvéole, où toute âme s'assimile ce qui lui est propre. Au lieu de s'appesantir à décrire sa forme, Balzac se contente de conter la géographie des mœurs. Cette ville est une succursale des enfers. Un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêt. Dans cette ville, tout ne résonne qu'au gant du plaisir et de l'argent. Ce tempo effréné, Balzac nous le fait sentir dans ses énumérations. Là, tout fume, tout brûle, tout brille, tout bouillonne, tout flambe, s'évapore, s'éteint, se rallume, étincelle, pétille, se consume. Jamais vie en aucun pays ne fut plus ardente, ni plus cuisante. Personne n'échappe à l'orgueil et à la vanité parisienne, et personne n'est à l'abri des coups qu'à la scène. Le moindre faux pas peut être fatal, d'autant plus quand on n'a pas le sou. Le richissime banquier de Nucingen peut par exemple se pavaner avec sa maîtresse aux yeux du tout Paris et jeter des millions dans la fange sans être inquiété, alors que le jeune Oscar Moreau, d'un début dans la vie, lui, tombe immédiatement pour la moindre erreur. Les gens sans fortune doivent être parfaits, dira-t-il. Tout ce qu'elle consomme, Paris le recrache ensuite dans ses bas-fonds, et le roman Ferragus est à ce titre une excellente descente dans les égouts de la ville. Dans ma vidéo sur le crime, j'y ai d'ailleurs exposé quelques extraits. Au fil des descriptions, on en vient presque à incriminer le lieu. C'est cette ville la coupable, c'est elle qui envenime et pousse à la folie, aux pires passions, qui élève les individus pour mieux les broyer. Dans le même temps, il considère cette monstrueuse merveille comme une créature dont chaque individu est une cellule. Ce qui décrit finalement, c'est une société
composée d'individus. La comédie humaine, en tant que grand théâtre, offre une représentation du monde social que Balzac ne cesse d'observer. Dans ce monde, tout le monde a un rôle, joue un rôle. De ce fait, Balzac mérite son appellation de précurseur de la sociologie. S'il n'a jamais fait de véritable enquête ethnographique à l'instar de Zola ou de statistiques, il offre une véritable fresque de son époque par la représentation de divers idéotypes. Ces personnages restituent les univers mentaux, les valeurs propres à leurs conditions de vie. Il ne cherche pas à expliquer mais à comprendre les mécanismes qui poussent ces personnages à agir. Cette empathie pour ces personnages lui permet sans cesse d'échapper à la caricature et de rendre tangibles des personnages complexes et profondément humains. Ainsi, le père Goriot est plus qu'un simple père dévoué à ses filles. Dans le roman, il se rebelle contre cette condition, avant de laisser son amour paternel reprendre le dessus. D'ailleurs, ces filles qui lui extorquent de l'argent sont elles-mêmes soumises à d'autres pressions qui les rendent moins antipathiques. Ces conflits entre personnages aux inclinaisons contradictoires culminent dans la recherche de l'absolu, où s'affrontent l'amour et la passion pour la science. Balzac maintient cette tension et se garde d'en faire triompher une. Les deux ambitions, la science de Balthazar et la stabilité de l'ordre familial des femmes de la famille, sont présentées comme deux nobles vocations qui entrent en contradiction. En ce sens, Balzac est égal à lui-même, le conservateur qu'il est admire et respecte l'ordre établi, mais le romancier qu'il habite n'en est pas moins fasciné par les héros aventureux, rebelles et exceptionnels. Dans cet affrontement, personne n'est accablé, ce sont juste des héros tragiques, qui sont dignes d'empathie et que l'on se contente de regarder sombrer, condamnés à l'impuissance. Il n'existe pas, ou plutôt il existe rarement de criminels qui soient complètement criminels. À plus forte raison, rencontrera-t-on difficilement de malhonnêteté compacte. C'est donc l'acuité de son regard, son œil observateur qui lui permet de restituer le monde tel qu'il le perçoit à travers ses personnages. Son monde, c'est celui de la Restauration et de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire le début de l'ère du capital et l'impossible retour à l'Ancien Régime. Si aujourd'hui les structures et les institutions financières que décrit Balzac nous sont étrangères, les logiques et les comportements des individus sont plus que jamais contemporains. L'argent est devenu le véritable souverain, l'ultima ratio mundi, c'est-à-dire le dernier argument du monde, écrit-il en référence au canon de Louis XIV. Il a bien saisi que son époque était celle de l'émergence du capitalisme et des financiers, de la bourgeoisie arriviste. César Birotteau constitue le roman de la petite bourgeoisie confrontée à sa propre vanité, mais aussi aux ogres financiers qui la dépouillent. César doit sa fortune à un mensonge voilé de marketing. Pour faire fortune, il détruit sa concurrence sans jamais remettre en question le préjudice qu'il inflige aux autres. Et lorsqu'il se trouve lui-même dans la tourmente, il remet seulement en question son regard sans concession sur ceux qui se sont effondrés avant lui. Les grands banquiers poussent toute la société à la dette. La veille de l'échéance, je m'étais couché dans ce calme faux des gens qui dorment avant leur exécution, avant un duel. Ils se laissent toujours bercer par une menteuse espérance. Mais en me réveillant, quand je fus de sang-froid, quand je sentis mon âme emprisonnée dans le portefeuille d'un banquier, couché sur des états, écrite à l'encre rouge, mes dettes jaillirent partout comme les sauterelles. Elles étaient dans ma pendule, sur mes fauteuils, ou incrustées dans les meubles desquels je me servais avec le plus de plaisir. Mais l'œuvre balzacienne va plus loin que la critique facile de la malhonnêteté de la banque. C'est tout un système qui est pointé du doigt, une société dans laquelle la vie est une machine à laquelle l'argent imprime le mouvement. Une société totalement corrompue, où toute fortune peut être remise en question. Dans l'Auberge rouge, il finit par poser cette fatidique question : où serions-nous s'il fallait chercher l'origine des fortunes ? D'ailleurs, le souverain de cette représentation n'est pas le roi Louis-Philippe, ni le banquier de Nucingen. Il sait, comme nous tous, qu'au-dessus de la charte, il est la sainte, la vénérée, la solide, l'aimable, la gracieuse, la belle, la noble, la jeune, la toute-puissante pièce de 100 sous. Balzac ne croit pas aux vertus du libre commerce, et ne cesse de montrer comme le marché se nourrit des pires passions de l'être humain, pour prospérer et asseoir son règne. C'est aussi l'appât qui corrompt les individus. Il infuse son poison aussi bien à Paris qu'en province. Dans Eugénie Grandet, on peut observer comment une province peut tourner autour d'une seule chose, la fortune d'un homme. Comment cette fortune, érigée en nouvelle religion, peut pousser à l'avarice, une folie contagieuse. L'argent métamorphose les relations, les liens et les sentiments. Il désenchante le monde au profit du commerce, de l'intérêt et des tractations économiques. Cette société s'épanouit et fructifie grâce à nombre d'individus, les médiocres qui pullulent. Ces gens moyens, bons en rien si ce n'est qu'à se servir eux-mêmes, des égoïstes sans talent. Les bureaux sont la grande fabrique des médiocrités nécessaires au gouvernement pour maintenir la féodalité de l'argent sur laquelle s'appuie le contrat social actuel. Cette masse d'individus qui baignent dans leur bêtise mais renforcent le système par leur participation active
sont ceux qui empêchent les génies de s'épanouir. Balzac est très attaché à cette idée qui revient dans ses livres comme des vagues sur les galets, sûrement parce qu'il se considère comme tel et qu'il s'est retrouvé à la merci des individus sans talent. Les génies sont souvent asservis aux médiocres, leur éclosion repose même sur eux. Les vrais savants, ces hommes si réellement grands en ce sens qu'ils n'obtiennent jamais de leur vivant le renom par lequel leurs immenses travaux inconnus devraient être payés, sont presque tous serviables et sourient aux pauvres d'esprit. Ils rappellent que le vulgaire préfère ingurgiter la même soupe frelatée et est insensible à la production exceptionnelle, que l'argent récompense la vacuité et non le talent. Même le génie n'est pas à l'abri de cette médiocrité. Il peut tomber par séduction ou risque de sombrer dans la folie. C'est une horrible maladie. Ces médiocres, ce sont nos contemporains. Ces armées de commerciaux qui brassent du vent, obligés de parler sans cesse, tous remplacent l'idée par la parole, le sentiment par la phrase, et leur âme devient un larynx. Ce sont également eux qui sont enfermés dans le court-termiste et qui ne prennent jamais de recul. Comme tous les esprits rétrécis, Madame Vauquier avait l'habitude de ne pas sortir du cercle des événements et de ne pas juger leur cause. Elle aimait à s'en prendre à autrui de ses propres fautes. Jusque-là, je me suis étendu sur la comédie humaine en délaissant quelque peu Balzac lui-même, parce que c'est avant tout par son œuvre que j'ai appris à le connaître. Mais comprendre le personnage éclaire sensiblement l'œuvre. Il est le fils d'un bourgeois né paysan, qui s'est élevé dans la hiérarchie sociale et a épousé une femme de 30 ans sa Benjamine. Honoré voit le jour en 1799. C'est donc un authentique enfant du nouveau siècle qui s'ouvre, que rien ne prédispose à la littérature. En effet, il entame des études de droit conformément à ce que son père attend de lui, et travaille même un temps auprès de notaires. Mais ce qui l'intéresse profondément, c'est la philosophie des livres. Il s'essaye donc au théâtre, comme tous les autres enfants du siècle, ces jeunes écrivains romantiques. Néanmoins, il abandonne très vite, s'attelle à l'écriture romanesque et entreprend toutes sortes d'affaires qui se soldent par des échecs et des pertes financières. Après plusieurs textes sans grand succès, qu'il qualifie postérieurement de cochonneries littéraires, il signe son premier livre Honoré Balzac en 1829. L'idée de la comédie humaine, qui formerait un monde à part entière où les personnages vont et viennent, n'advient qu'en 1840. Et c'est à partir de cette date qu'il reprend tous ses romans écrits depuis 1829 pour les intégrer dans ce vaste écosystème. Avec cette entreprise, son ambition est claire, faire concurrence à l'état civil. Pour cela, il s'inspire des classifications du règne du vivant faites par Cuvier ou Geoffroy Saint-Hilaire. Il se considère d'ailleurs comme un historien, et la fiction n'est qu'un prétexte pour décrire la société telle qu'elle est. D'ailleurs, George Sand qualifie son œuvre de mémoire du demi-siècle. Afin de donner vie à cette ambition démesurée, il travaille d'arrache-pied. Quand il écrit, il s'impose une rigueur de moine. Il se lève avant le lever du jour, passe ses journées à gratter du papier et engloutit des litres de café. Inévitablement, cette vie de forçat de la plume a des conséquences fâcheuses sur sa santé qui se dégradent d'année en année. Après une vie remplie de flirts, il épouse finalement Madame Hanska, une comtesse ukrainienne, depuis longtemps son amour. Malheureusement, peu après son mariage, il décède. Nous sommes alors en 1850. Cette fin tragique l'est d'autant plus qu'on peut y voir un parallèle avec un de ses personnages, Raphaël de Valentin, dans La peau de chagrin, qui, après avoir consommé son existence dans divers excès, meurt alors qu'il venait de retrouver la femme de sa vie. Le père de Balzac a transmis à son fils son admiration pour la noblesse. Un personnage comme le chevalier de Valois incarne l'antique France fantasmée et le gentilhomme vieillissant du XVIIIe siècle. Cette majesté déchue reste très bonne et généreuse, mais ces diverses incarnations s'obstinent dans leur mode de vie, refusant de s'adapter à leur temps, ce qui les mène, finalement, à être remplacés par la bourgeoisie arriviste. Avec leur fin disparaît la grâce, l'étiquette et l'attention à l'apparence distinguée. Il ne reste plus que le nom et le prestige d'antan. Mes chers enfants, il n'y a plus de noblesse, il n'y a que de l'aristocratie. Le code civil Napoléon a tué les parchemins, comme les canons avaient déjà tué la féodalité. Vous serez bien plus noble que vous l'êtes quand vous aurez de l'argent. Épousez qui vous voulez, Victurnien. Vous anoblirez votre femme. Voilà le plus solide des privilèges qui restent à la noblesse française. C'est donc un lien assez ambivalent qu'il maintient avec eux, entre admiration et critique acerbe. Le faubourg Saint-Germain est à l'époque de Balzac le quartier du tout Paris, l'épicentre du monde. Balzac le décrit comme le Versailles du XIXe siècle. Profondément royaliste, Balzac n'en demeure pas moins cinglant sur la critique de cette société, de l'aristocratie qui se fourvoie en imitant la bourgeoisie triomphante, qui se fond en elle. Pour lui, une aristocratie est nécessaire à la nation, mais elle doit être respectée et respectable. Or, ce n'est pas le cas de celle de son temps, pervertie par l'argent. Balzac n'a alors jamais été aussi contemporain, car à travers ses vitupérations contre l'aristocratie,
Il critique surtout l'élite de son temps, avilie par l'argent, en totale décadence et ne pouvant plus prouver sa supériorité. Honoré est aussi fulgurant dans sa critique de la justice, qu'il dépeint comme une justice de classe ne servant que l'ordre social. On envoie aux galeries un voleur de nuit et de poules dans une enceinte habitée, tandis qu'on met en prison à peine pour quelques mois un homme qui ruine des familles en faisant une faillite frauduleuse. Mais ces hypocrites savent bien qu'en condamnant le voleur, les juges maintiennent la barrière entre les pauvres et les riches, qui, renversés, mènerait à la fin de l'ordre social. Votre société n'adore plus le vrai Dieu, mais le veau d'or. Telle est la religion de votre charte, qui ne tient plus compte, en politique, que de la propriété. N'est-ce pas à dire à tous ces sujets, tâchez d'être riches ? Ces phrases sont prononcées par Trompe-la-Mort, un personnage parmi les plus controversés, à la fois quintessence de la corruption, mais également génie calculateur. D'ailleurs, le regard de Balzac sur ce personnage reste très ambivalent. Malgré ses condamnations, il ne peut s'empêcher de l'admirer. Sa manière d'écrire sur les femmes est aussi assez déstabilisante. Tout en restant un homme de droit du XIXe siècle, il ne cesse de disperser des phrases fulgurantes dénonçant le mariage comme une institution qui aliène les femmes. Ils prennent la brutalité pour la galanterie. Ils ne connaissent pas plus les femmes qu'ils ne savent aimer. Ils croient que d'aller à la mort le lendemain les dispense d'avoir la veille des égards et des attentions pour nous. Balzac ne cesse de mettre en scène les mariages désastreux, les désillusions des femmes et leur dévouement. À sa manière, il évoque les carcans genrés qui circonscrivent les femmes à l'immanence. Malgré la toute-puissance qu'elles peuvent accumuler, elles restent des supports pour les hommes. La duchesse de Langeais, malgré son prestige, ne peut jouir en tant que femme que d'être courtisée. La coquetterie devient alors une arme pour lutter contre l'oppression du milieu et des hommes. Les manipulations auxquelles elle se prête ne sont que l'une manière de se défendre, de vivre et d'exister dans le faubourg Saint-Germain. La duchesse est consciente des absurdités du mariage qu'on lui imposait, car si le mariage ne l'empêche pas de flirter, il contraint seulement les passions. Sans l'ériger non plus en écrivain féministe, Balzac est animé d'une véritable compassion pour les femmes, et participe à mettre en scène les souffrances féminines. Malgré tout ce que l'on a évoqué, Balzac dit à la fin de sa vie écrire à la lueur de deux vérités éternelles, la religion et la monarchie. Son œuvre le contredit pourtant. La comédie humaine, plus qu'une peinture bourgeoise du monde réel, est une peinture réaliste du monde bourgeois, un tableau qui pousse à l'indignation. C'est sur sa tombe que Hugo dira qu'il est de la forte race des écrivains révolutionnaires, parce qu'il a disséqué la société moderne et en a exposé la vérité. Et comme l'écrivait Gramsci, la vérité est révolutionnaire. C'est pour cela que Marx et Lukács l'admiraient, et qu'il s'était attiré les foudres de certains de ses contemporains, journalistes, critiques et autres bourgeois. Alors, faut-il lire Balzac ? La question se pose, et je n'enverrai pas n'importe qui à sa rencontre, de peur qu'il se casse les dents sur ses longues descriptions. Pour apprécier Balzac, il faut se débarrasser de nombre de ses attendus. Oubliez l'action, car ses romans sont conçus comme des représentations théâtrales. Et les actions sont condensées en quelques phrases, parfois quelques mots. Ce qui lui plaît, c'est le personnage, son intériorité, et la manière dont il va interagir avec le monde. C'est en ça que ces descriptions sont plaisantes. Les lire, c'est accepter de se laisser embarquer dans un fleuve d'une longueur inconnue. Il ne faut pas non plus voir dans Balzac un véritable auteur réaliste. Il est empli de romantisme. En plus de cette dimension mystique qui lui fait quelquefois rajouter des mystères divins, ces descriptions sont toutes le fruit d'une imagination débordante, donnant vie à des images mémorables, mais en aucun cas réalistes. Hulot fut alors une de ces belles ruines humaines, où la virilité ressort par des espèces de buissons aux oreilles, au nez, aux doigts, en produisant l'effet des mousses poussées sur les monuments presque éternels de l'Empire romain. Si, armé de ces précautions, vous voulez aller à la rencontre de l'ogre balzacien, qui, par sa lucidité et sa clairvoyance, a su voir l'humain chez ses contemporains et nous offre donc à voir aussi notre humanité et la matrice de notre société. Je ne peux que vous conseiller de commencer par le Père Goriot, probablement le roman le plus accessible. Sinon, commencez par les petits romans comme La femme de 30 ans, Ferragus ou le colonel Chabert, puis laissez-vous guider par votre curiosité sur les personnages que vous y rencontrerez. Et, avant de partir, n'oubliez pas que les devoirs de société lui dévoreront son temps, et le temps est le seul capital des gens qui n'ont que leur intelligence pour fortune.